Fin du XVIIIe siècle. Début des guerres de coalition. L'empire napoléonien est en pleine expansion. La construction de forteresses est la clé de la domination géographique. Gaspard Monge, un mathématicien proche de Napoléon, a adressé à l'Académie des sciences, 15 ans auparavant, un mémoire sur la théorie des déblais et des remblais. Il y posait le problème suivant. Lorsque l'on doit transporter de la terre d'un lieu à un autre, on appelle déblai le volume de terre à transporter et remblai l'espace qu'elle doit occuper après le transport. Soit x un lieu du déblai et y un lieu du remblai. On note alors pi le transport de la quantité de terre x jusqu'à l'emplacement y. On note c le coût du transport de x à y. Ce transport est proportionnel à la masse de terre transportée et à la distance parcourue. Monge conjecture l'existence d'une solution qui minimise le coût total du transport du déblai vers le remblai. Une solution plus économique que les autres, dite optimale. Et c'est ainsi que naît la théorie du transport optimal. Début du XXe siècle. Deuxième révolution industrielle. L'intensification des systèmes de production et d'échange conduit à l'émergence de réseaux d'approvisionnement complexes. L'économiste russe Leonid Kantorovitch est chargé par le gouvernement soviétique d'améliorer la production industrielle. Afin d'optimiser les trajets entre mines et usines, il adapte la théorie de Monge, formalisant ainsi ce qui sera connu sous le nom de problème de Monge-Kantorovitch. Début du XXIe siècle. Avènement des technologies de séquençage en cellules uniques. La technique de single-cell RNA-seq permet d'accéder au profil d'expression génétique d'une cellule, c'est-à-dire au nombre de copies d'ARN messager pour chacun des gènes sondés. Dans l'étude de la différenciation cellulaire, l'évolution de ce profil d'expression est déterminant. Suivre cette évolution nous permettrait de mieux comprendre ce processus afin de le caractériser. Mais problème, cette technique est destructive. La mesure d'une cellule lui est fatale. On ne peut donc pas la remesurer au cours de sa différenciation pour voir comment évoluerait son profil avec le temps. Néanmoins, les cellules filles de la cellule mesurée, c'est-à-dire ses produits de mitose, ont un profil d'expression sensiblement similaire au sien. Elles incarnent le prolongement, la continuité de son évolution. Question: comment peut-on identifier ces cellules filles ? En 2019, Schibinger et son équipe proposent un algorithme permettant cette identification. Une mesure de single-cell RNA-seq va capturer un profil d'expression génique pour chacune des cellules d'un échantillon à un instant donné. Entre deux mesures, et selon le temps qui les sépare, on obtient donc des profils plus ou moins différents. Prenons un exemple concret. Comment identifier les descendants de cette cellule ? Souvenez-vous, le transport optimal calcule le coût du transport d'une molécule d'un lieu à un autre. En sommant ces transports, on obtient le coût total de la transformation d'une distribution en une autre. Sachant que les descendants d'une cellule ont un profil d'expression sensiblement similaire au sien, il suffit de trouver le coût minimal pour les identifier. Détaillons la formalisation mathématique de ce problème. Il s'agit de trouver un transport, noté π, que l'on appliquerait à l'ensemble de la distribution, tel que le coût qui lui est associé soit minimal. Mais ce n'est pas tout. Chaque cellule n'a pas le même potentiel de descendance. Imaginez que cette cellule est une signature génétique de prolifération élevée, tandis que celle-ci est une signature génétique d'apoptose élevée. La première est donc plus encline à se diviser, tandis que la deuxième est engagée dans un processus de mort cellulaire.
il est clair qu'elles n'auront pas autant de descendants à la mesure suivante. On peut supposer par exemple que celle-ci en aura 3, tandis que la seconde n'en aura aucun. Ainsi, on définit la fonction g qui caractérise la prolifération de chaque cellule. On compare notre transport à la distribution d'arrivée en proportion de la fonction g. Et ce, grâce à la divergence de Kullback-Leibler, une métrique qui mesure le recouvrement de deux distributions. Un terme dit d'entropie du transport est ajouté à des fins de contrôle. Étudions maintenant le rôle des paramètres de cette équation. Le paramètre epsilon permet de contrôler la diffusion des cellules mères dans leurs cellules filles potentielles. Plus epsilon est grand, plus la diffusion est importante. Les paramètres lambda 1 et lambda 2 sont des paramètres dits d'optimisation sous contrainte. Ils s'accordent avec la précision supposée de notre fonction g. Pour finir, le paramètre c est la fonction de coût, souvent choisie comme étant la distance euclidienne au carré. Cette fonction vérifie des propriétés soutenues dans l'article de Villani de 2008, mais qui sont aujourd'hui particulièrement discutées. Avec cette méthode, on peut donc inférer des trajectoires de différenciation et les visualiser au moyen de techniques de réduction de dimensionnalité telles que FLE, t-SNE ou UMAP. Voilà comment des mathématiques vieilles de 200 ans, et initialement au service de l'impérialisme napoléonien, peuvent aujourd'hui servir à la progression de la connaissance collective et publique.